Merci beaucoup d'assister donc à cette table ronde intitulée Pour une régénération des gouvernances d'entreprise. Alors, des instances de direction aux couleurs de la France, paritaires, adaptées aux défis immédiats et à venir d'une économie mondialisée, porteuses d'un leadership éthique. Voilà l'objectif, voilà ce dont on va discuter ensemble ce midi. Alors, comment faire évoluer notamment le top management et s'assurer d'une représentation juste et équilibrée, donc jusqu'au sommet de l'organisation. On parle beaucoup des différentes couches de l'entreprise. Là, on va parler un peu plus spécifiquement, pas que, mais du sommet de l'entreprise. Agir sur les trajectoires individuelles pour des gouvernances plus ouvertes. C'est non seulement souhaitable socialement, mais vous en êtes convaincus ici, j'en suis sûre, c'est vital économiquement. Alors le mot d'ordre de cette table ronde, ça pourrait être se régénérer pour durer. Alors pour en parler, j'accueille autour de cette table Séverine Lèbre-Badré, directrice des affaires corporate en charge de l'engagement ESG chez KPMG France. Bonjour, bienvenue. Dans l'ordre, je vais essayer de faire dans l'ordre. Larbi Touahir, directeur exécutif éducation de l'Institut Mines Télécom Business School et, on le verra ensuite, membre d'un CODIR. On en parlera justement plus spécifiquement. Christine Jandel, présidente du groupe Colisée. Loïc Fourreau, enseignant-chercheur chez Ascensia et responsable de la chaire Inclusion économique portée par Ascensia et la Fondation Mosaïque. Et puis Jean Charouin, voilà, le cinquième membre de cette table, directeur général du groupe SK. Bonjour et bienvenue. Alors, je vais me rapprocher de vous. Peut-être qu'on va commencer par vous, Loïc Fourreau. Bonjour, pour faire un petit état des lieux un peu chiffré, justement, de l'état, justement, aujourd'hui de la gouvernance. Donc, dresser le portrait robot, l'état des lieux un peu précis de voilà, la gouvernance des entreprises aujourd'hui. À quoi elle ressemble ? Merci, bonjour. Effectivement, ce thème soulève la question de la composition des instances de gouvernance aujourd'hui et de quoi part-on ? À quoi ressemblent ces instances de gouvernance des grandes entreprises, des grandes organisations ? Il y a pas mal d'études convergentes qui attestent qu'aujourd'hui, la situation n'a pas beaucoup changé. Quand on regarde la composition de ces instances, donc conseil d'administration, comité exécutif, CODIR, dans les grandes organisations, on a coutume de dire qu'elles sont très isomorphiques, endogamiques. En gros, elles se ressemblent toutes dans leur composition. Alors pour être précis en termes de portrait robot et sur la base d'études assez récentes, quand on regarde ces instances, ce qu'on constate, la première chose, c'est qu'elles restent très masculines. 78% des membres de ces instances sont encore des hommes dans les entreprises du SBF 120. Donc c'est 120 entreprises cotées les plus importantes en France. Les membres de ces instances sont aussi plutôt de couleur blanche. 90% des membres de ces instances sont blancs et ont un nom patronymique à consonance européenne. Les membres de ces instances sont aussi ultra diplômés d'écoles prestigieuses, puisque 56% des membres de ces instances ont un diplôme délivré par les écoles du top 10, les plus grandes écoles de commerce, les plus grandes écoles d'ingénieurs, Centrale, Polytechnique, également Sciences Po et ENS. Et puis dernière caractéristique, c'est que les membres de ces instances sont aussi globalement plutôt issus ou ont des origines sociales favorisées. Ce qui permet de le dire, c'est qu'il est établi qu'il y a une corrélation assez étroite entre le niveau de diplôme, l'accès à des formations supérieures et la classe sociale d'origine. Et la dernière étude en date de l'Institut des politiques publiques en 2021 indiquait que 64% des étudiants des grandes écoles sont issus de classes sociales favorisées, alors qu'à l'autre extrême, seuls 9% des étudiants de ces grandes écoles sont issus de classes sociales modestes. Voilà pour le portrait, le bilan, merci beaucoup. Larbi Touahir, vous, justement, donc, ce bilan-là, vous l'avez bien en tête. On l'a tous un peu en tête, mais là, c'est intéressant, je trouve, de mettre des chiffres un peu précis et de le rappeler. Justement, sur la façon de faire bouger la gouvernance d'une entreprise, vous êtes peut-être pas tout à fait d'accord avec le titre presque de la table ronde. Pour vous, c'est plutôt à l'intérieur de l'entreprise que ça doit commencer par bouger. Quelque chose de très systémique, ça a été dit ce matin par Saïd Amouche. La gouvernance de l'entreprise, donc souvent on a tendance à penser au top management, à un CODIR, à un COMEX, encore moins un conseil d'administration. C'est-à-dire qu'on est encore dans ce qui a été donné, les chiffres qui ont été donnés, c'est le comité de direction.
Je vous imaginez même pas les chiffres d'un conseil d'administration. Il y a de plus en plus de parité grâce à la loi, mais je pense qu'en effet, il faut faire bouger les lignes dans l'entreprise. Nous, aujourd'hui, le combat IMTBS, donc une école publique, on est rattaché donc au ministère de l'économie. Nous sommes aujourd'hui, depuis 45 ans, on œuvre pour l'inclusion économique. Donc, on forme des jeunes issus des quartiers ou non. Pour ceux qui sont issus de nos quartiers et qui sont boursiers, ils ont les frais de scolarité exonérés. Mais pour autant, sont-ils à la tête des entreprises? Non. Et on pense qu'aujourd'hui, il faut travailler sur la formation tout au long de la vie. Il faut que les RH, il faut que les directeurs de projet, il faut que toute personne qui est en situation de managériale et hiérarchique fonctionnelle soit en capacité de détecter des talents. Et une fois la détection faite, que le travail de l'accompagnement s'opère. Et donc, il faut chercher à accompagner quelques pépites pour demain avoir des rôles exemples. Alors volontairement, je dis pas rôle modèle parce que mathématicien de formation, en tout cas scientifique de formation, j'ai toujours appris qu'un modèle, il était unique en mathématiques. Les exemples, c'est des choses qu'on met plus facilement au pluriel. Donc j'ai envie de parler de rôle exemple et je pense que pour qu'un jour il y ait plus de représentation, plus de diversité sociale, ethnoculturelle dans les instances de gouvernance, il faut que dans le ventre mou d'entreprise, il y ait des formations sur recruter de manière inclusive, mais manager aussi de manière inclusive. Et ça veut dire que pour vous, donc, il y a le constat que l'école reproduit les inégalités, ne forme pas suffisamment les élèves issus des collèges REP, REP+, et quartiers prioritaires de la politique de la ville, en tout cas en volume. Les études le montrent année après année, l'OCDE montre que les inégalités scolaires sont reproduites, mais vous avez comme intuition ou comme solution la formation à l'intérieur de l'entreprise. Une fois que l'élève n'est pas forcément passé par une des grandes écoles, c'est pas grave, on va le former à l'intérieur de l'entreprise. Et quand bien même, j'ai eu la chance de passer par des grandes écoles et j'ai dû me former, je continue à me former pour être aujourd'hui membre d'un comité de direction d'une grande école. Demain, ça pourrait être dans une entreprise. Mais c'est que c'est des codes en fait qui se partagent. Aujourd'hui, quand on regarde la composition, et je suis complètement en phase avec Loïc, il faut regarder parmi les membres, et pas forcément ceux qui sont issus de la diversité, il y en a trop peu. Intéressons-nous à tous les autres. Et regardons combien on fait des MBA, des formations certifiantes, des formations dans le top 2, HEC, INSEAD par exemple. Combien de postes ont et combien d'entreprises? Moi j'ai parlé parfois avec des codeurs, on me dit on envoie toutes nos cohortes dans les meilleures écoles quand ils sont capables d'être codir. Donc c'est bien que c'est un sujet de compétence et je pense que pour des publics issus de la diversité sociale, culturelle, quelle qu'elle soit, il y a toujours le syndrome de l'imposteur, on l'entendait pour les femmes. Moi, issu de la diversité, je l'ai aussi. On se dit, est-ce qu'on a notre place? Et donc, je pense que la compétence, ça permet d'être sûr de soi, d'avoir confiance en soi. Et si on a confiance en nous, alors les autres pourront nous faire confiance. Merci beaucoup. Donc, effectivement, former et accompagner, donc vous disiez repérer des talents dans l'entreprise. Corinne Lèbre-Badré, pour vous, il y a aussi une condition quand même, c'est faire bouger la gouvernance, c'est la condition pour faire bouger l'entreprise. Merci beaucoup et je suis très contente effectivement d'être sur cette table ronde et très contente d'être aussi avec beaucoup d'écoles parce que je pense qu'effectivement on a un vrai sujet là-dessus, non seulement pour avoir les outils conceptuels, intellectuels, de compréhension et d'aide, mais parce que ça a été évoqué tout à l'heure et vous venez de leur dire, c'est vraiment la question de comment on construit des parcours complets, depuis la question de la formation et des viviers. Nous on est un très gros recruteur chez KPMG, on recrute autour de 2500 à 2700 personnes par an, incluant beaucoup d'alternants et de stagiaires, qui généralement commencent aussi chez nous après leur stage. Et donc, on est beaucoup aux sorties de formation, alors souvent aux sorties d'école. On n'est pas top 2, nous, mais on est vraiment souvent aux sorties d'école. Et donc, voilà. Donc, la question du vivier, elle est super importante. Et après, effectivement, la question de la pénétration dans l'entreprise. C'était avant, on va dire, entre l'entrée et puis, on va dire, cette espèce de sommet que pourrait être le fait de faire partie d'un comité de direction. Bon, à voir. Il y a toute une vie organisée. Et dans cette vie organisée, je pense qu'effectivement, il y a aussi des gouvernances à imaginer pour faire vivre ça. Donc, vous avez parlé des formations et du développement. Et vraiment, dans la raison d'être de KPMG, il y a faire grandir les talents. On croit que c'est vraiment notre contribution sociétale la plus importante. Donc, aujourd'hui, c'est important de le rappeler, de rappeler cet engagement et cette réalité de notre cabinet à nous et puis du secteur dans lequel on est. Et il y a aussi, donc il y a la formation, puis il y a aussi ces sujets de gouvernance un peu différentes. Et donc, je vais juste partager, moi, je m'occupe d'engagement ESG chez KPMG qui a fait le choix d'adopter la qualité d'entreprise à mission.
qui a été voté par ses associés, parce que vous savez qu'on est un partnership, donc nos associés ou pas, nos associés ont voté le fait qu'on vient d'entreprise à mission autour de cette raison d'être, qui est notamment autour des talents, du cadre de confiance, et puis d'inventer des modèles qui concilient performance et responsabilité. Et par ce travail-là, on a été amené à réfléchir un peu différemment. Et on sait notamment, pour faire ce travail de passer entreprise à mission, et puis d'imaginer ce que ça voulait dire pour nous, et des engagements qu'on va prendre, dont des engagements autour des cultures inclusives notamment, et apprenantes, parce que les deux vont vraiment ensemble pour nous aussi. On a travaillé sur un comité qu'on appelle un comité Next Gen. Alors voilà, le nom est un peu standardisé, mais nouvelle génération. Et je me permets de dire ça parce que ça nous permet, donc ce comité est vraiment associé à toute notre réflexion sur comment développer notre feuille de route entreprise à mission. C'est vraiment ça, on va dire, sa vocation, sa raison d'être à lui. Et j'insiste là-dessus parce que ça nous permet aussi, alors ça permet à ces jeunes-là, c'est pas un programme IPO, mais ça permet quand même à des jeunes qui représentent le cabinet dans sa diversité territoriale, nous on est très divers territorialement, dans sa diversité de métiers, on est très divers en termes de métiers, dans sa diversité de formation, qui est moins marquée, mais qui existe aussi. Ça permet à ces jeunes-là d'intégrer plus profondément les logiques du cabinet, de comprendre là où on veut aller, de comprendre là où en sont nos dirigeants, ce qu'ils attendent, comment on se prépare aussi à entrer dans un rôle de direction, parce qu'ils ont un dialogue direct avec le COMEX. Ça, c'est des gens qui ont entre 3 et 7 ans d'expérience professionnelle et ils rencontrent le COMEX 4 fois dans l'année pour discuter de sujets concrets, pas pour faire des plans stratégiques, mais pour discuter de sujets concrets qui portent eux. Et donc pour eux, je pense qu'il y a vraiment cette chance-là. Et pour nous, pour l'ensemble on va dire des personnes en situation de responsabilité dans le cabinet, ça nous donne une intimité qu'on n'a pas, qu'on n'a souvent pas, parce qu'on est très tourné vers le delivery, vers les clients, qu'on n'a pas avec justement des attentes de génération, des représentations du monde, des états d'esprit. Donc on a vraiment ce double dialogue, donc c'est un peu de la formation quand même, je dois bien le dire, mais c'est aussi vraiment de comment avoir plus d'intimité. Notre gouvernance reflète une plus grande intimité avec la réalité du corps social de notre entreprise. Et alors ce souci justement de diversité dans l'entreprise, il apparaît, c'est une demande des jeunes, de la jeune génération. Alors ça, je vous avais dit 2 choses. Je pense que je ne sais pas si on peut si facilement qualifier les demandes des jeunes comme étant des demandes de jeunes. Je crois qu'il y a autant de diversité de demandes de jeunes que de jeunes, voire peut-être plus. Parce qu'on n'est pas dans un monde facile et on n'est pas dans un monde où c'est pas facile d'être pas porteur de plein de contradictions, jeune ou pas jeune. Ça c'est intéressant. La jeunesse est hétérogène, les jeunes ne sont pas les jeunes. Hyper hétérogène. Et puis il y a une deuxième chose que nous on observe qui est plus prosaïque, c'est que souvent des attentes de jeunes, en fait c'est des attentes de tout le monde. C'est-à-dire que ça infuse vraiment profondément, en tout cas dans les entreprises et dans nos équipes. Une fois qu'on a dit ça, nous on a fait un travail avec Mosaïque RH pour mettre en place un baromètre de la diversité et de l'inclusion qui était une proposition de notre comité Next Gen qui nous a dit on est un peu à l'aveugle là-dessus. Évidemment, on a tous envie de bien faire, on a tous envie d'être plus divers, de représenter plus de choses, plus de monde, plus de justice, plus d'engagement, plus de choses, mais on ne sait pas vraiment où on en est. Donc on a travaillé là-dessus et donc c'est pas spécialement nos jeunes qui ont répondu, c'est vraiment, on a eu 3500 réponses à peu près, donc c'est un tiers de nos équipes, donc on a trouvé que pour un baromètre qui était tout nouveau, qui était vraiment sur une base de volontariat, ça prouvait quand même qu'il y avait une envie de s'approprier le sujet. Et globalement, on va dire que ce qui ressort, c'est que c'est assez variable sur les équipes, les métiers, etc. Mais à 80%, à plus de 80%, on nous renvoie l'image du fait qu'on ait un environnement professionnel inclusif. Et ça, pour nous, donc à la fois que c'était important, pour les gens qui ont répondu. Et puis pour nous, c'est un miroir. Voilà. Après, notre but, c'est de nous améliorer. Donc, c'est pas de prendre la photo et puis de laisser tomber. Mais en tout cas, on a eu cette photo-là qui nous a semblé assez importante et pour une part un peu étonnante par rapport aussi aux chiffres qui nous ont été donnés tout à l'heure. Voilà. Donc, on essaye de capitaliser beaucoup là-dessus. Après, il y a des choses plus... on a aussi 9% des gens qui ont vécu, qui disent avoir vécu, donc à peu près 1 sur 10, une situation de discrimination. Donc voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a attaqué, on va revenir là-dessus, mais voilà. Donc oui, donc il y a une attente en tout cas, je ne sais pas la qualifier comme étant nouvelle génération, pas nouvelle génération, mais il y a une attente. Très bien. Alors, on a parlé donc de former les salariés à l'intérieur de l'entreprise, parler un peu aussi de justement la gouvernance, pas encore tellement élaborée sur le leadership et la notion d'exemple du leader de l'entreprise. Peut-être Jean Charouin, vous en tant que directeur général de l'ESCA, école de management, est-ce que vous pouvez nous dire à l'étape d'une école, comment est-ce que vous justement vous anticipez ce renouvellement des travailleurs
plus tard dans l'entreprise et comment justement vous essayez d'introduire de la diversité dans votre école. Vous avez des exemples concrets? Oui, alors au niveau d'une institution comme l'ESCA, il faut savoir que dans le spectre de l'enseignement supérieur, on a un statut un peu particulier. Nous sommes un établissement d'enseignement supérieur privé dit d'intérêt général. Donc ça veut dire que déjà nous avons une gouvernance qui est assez composite et qui a pris des décisions assez structurantes au cours des dernières années, parce qu'on part du principe que justement, si on veut insuffler un projet pédagogique qui ait du sens et qui permette d'adresser ces grands enjeux, ça doit partir d'un certain niveau. Alors, déjà, parmi ces décisions, il y a eu celle de l'accessibilité. En termes d'accessibilité, ça a été une décision qui s'est inspirée de ce qui avait été fait, entre autres, par Sciences Po, il y a de ça maintenant plus de 15 ans, hein. Mais c'est de la mise en place d'une modulation des frais de scolarité pour quasiment tous nos étudiants, c'est-à-dire que ça intègre à la fois les catégories traditionnelles du Crous, mais également les classes moyennes. Ça veut dire qu'on ne se limite pas au même découpage que ce qui se fait habituellement. Ensuite, il y a eu, dans les pratiques, il y a aussi la volonté, et je pense que c'est vraiment très important de souligner ce point-là, c'est que rien ne pourra se faire sans volonté, à la fois de la gouvernance, mais à la fois aussi de tous les acteurs au sein de l'organisation, à leur niveau. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas à décider de la façon dont on va structurer la gouvernance, parce que je ne suis que le directeur général. Je ne suis pas le président ou je ne suis pas administrateur. En revanche, au niveau du COMEX, la décision elle est très claire. Ça a été dès 2019 de se dire qu'avant 2024, nous aurions un COMEX à parité. Et c'était le cas en 2022. Alors après, il y a d'autres chantiers, parce qu'il n'y a pas que la question de la parité, on le sait bien. Mais toutes ces actions, elles doivent partir à un moment donné à la fois de l'autonomie donnée aux acteurs et de la volonté. Cette autonomie, elle est indispensable, parce que dans le cas de l'ESCA, nous sommes un établissement multisite. Et l'idée, c'est de partir du constat que de toute façon, je ne pourrai pas décider de tout ce qui se passe partout. Donc il faut que toutes les personnes partagent ces valeurs d'ouverture, d'inclusion. Donc pour favoriser ce partage de valeurs, tout d'abord, il y a la mise en place d'une commission inclusion-diversité qui est pilotée par l'actuel DIRCAP de l'école et qui va permettre d'améliorer nos pratiques au quotidien, à la fois pour nos collaborateurs, pour nos étudiants, et on sait qu'on a un rôle éducatif qui va au-delà de la salle de cours. On peut faire des cours sur la bonne gouvernance, on peut faire des cours sur le management des ressources humaines inclusif, et être plutôt tolérant ou faire preuve d'une tolérance coupable sur certaines déviances dans la vie associative. Et ça, justement, cette commission inclusion-diversité, elle est là pour l'accompagner avec la direction de l'expérience étudiante. Et aussi, cette autonomie donnée à nos différents campus, c'est-à-dire que, par exemple, à Angers, notre campus travaille dans le cadre d'une cordée de la réussite, mais à Aix-en-Provence, on travaille avec les apprentis d'Auteuil. Et entre autres, on a un dispositif d'accueil des lycéens des quartiers nord de Marseille pour intégrer notre bachelor en management. Et c'est ça qui est un point important, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut une décision de gouvernance, il faut des managers, des cadres qui s'emparent du dossier et qui fassent preuve d'autonomie. Et qu'est-ce qui, justement, vous a poussé à prendre cette décision d'ouvrir votre école un peu à l'image de Sciences Po, effectivement? Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision? Alors, de toute façon, il y a plusieurs choses. Il y en a une qui est assez normale pour une institution d'intérêt général, c'est qu'on ne peut pas adresser les grands enjeux de la société en restant en vase clos. Ce n'est pas possible. Et pour une école de management, c'est d'autant plus difficile que de dire qu'on va être capable d'accompagner les organisations dans leur transformation dans une société qui, de toute façon, ne pourra évoluer que parce qu'elle fait la part belle et surtout qu'elle s'appuie sur la diversité de toutes ses composantes. Donc si dès le départ, on ne forme pas nos étudiants à ces enjeux, si on ne les sensibilise pas, et je veux dire, c'est même pas que de la formation, c'est aussi de l'action quotidienne, on passera à côté de l'objectif. Donc on peut adresser le numérique, on peut adresser l'intelligence artificielle, mais on n'en adresse pas non plus les enjeux de l'inclusion. Et accessoirement, hier, j'ouvrais une soirée sur les métiers de la finance. Le premier sujet qui a été évoqué, ce n'était pas tant celui de l'intelligence artificielle que celui des critères ESG et des critères extra-financiers. Aujourd'hui, la finance, les métiers de la finance s'appuient de plus en plus aussi sur ces aspects-là. Merci beaucoup. Christine Jandel, vous avez, alors peut-être vous allez prendre un micro, voilà, ce sera mieux. Vous êtes donc présidente du groupe Colisée, ce sont donc des maisons de retraite médicalisées, des hôpitaux. Et donc vous avez un enjeu un peu différent. La diversité, elle existe dans vos métiers et dans votre groupe. C'est bien ça ?
Oui, la diversité, c'est une réalité chez nous. Mais je voudrais juste rebondir sur les propos de mon voisin de droite et apporter un petit message d'espoir. Je parle rarement de moi sur des tables rondes, mais là, je vais le faire. D'abord, je suis une femme. J'ai été à l'université. J'ai passé mon bac au lycée Jacques Brel, pour ceux qui connaissent, qui est dans le quartier des Minguettes à Vénissieux. Je pense que ça parlera peut-être à certains. Et j'ai pas eu de prof de maths, on en parlait ce matin, pendant toute mon année de terminale C, ce qui fait que j'ai eu mon bac avec 18 en philo, 20 en histoire et 3 en maths. Voilà, je referme la parenthèse. Donc le message d'espoir, c'est qu'on peut arriver à tout. Ensuite, je suis arrivée dans le cercle des fameuses grandes écoles, hein, et j'ai loupé tous les euros parce que j'avais pas les codes. Voilà, je veux dire, il faut quand même se dire la vérité. Vous pouvez essayer de sauver un peu votre avenir avec certains sujets, mais quand vous n'avez pas les codes, vous ne les avez pas. Bon, je les ai acquis depuis, je vous rassure, et j'arrive à être assez caméléon. Une fois qu'on a dit ça, j'ai la chance effectivement de gérer une entreprise avec 20 000 salariés à mes côtés, et c'est une chance et à la fois une responsabilité dans laquelle la diversité, c'est une réalité, la diversité d'âge, entre les jeunes apprentis qui nous rejoignent pour apprendre le métier d'aide-soignante et les plus de centenaires que nous avons maintenant dans nos maisons. Vous imaginez le nombre de générations. Une diversité socio-culturelle, une diversité de métiers. On exerce dans nos métiers plus de 35 métiers différents, de la cuisine, de l'entretien, du jardinage, des médecins gériatres qui ont 15 ans d'études derrière eux. Et donc c'est une énorme diversité qui... j'ai pas envie de dire s'impose à nous, mais qui nous est offerte. Et donc, ça rend la responsabilité d'autant plus forte, pas de générer la diversité, mais de la gérer. Il faut être conscient tout de même que gérer de la diversité de cette nature pour des managers n'est pas toujours quelque chose de simple. Et donc, il y a quelques années, nous avions engagé des formations à la gestion de la diversité avec un professeur que je vais citer parce que je l'adore, qui est Philippe Pierre, qui a la chaire de la diversité à Sciences Po. Comme quoi, on peut aussi passer par ce genre de grandes institutions pour s'acculturer, j'allais dire, à ce qui est interculturel, intergénérationnel et ce qui fait la force de la diversité. C'est comment nous, cette réalité, nous la transformons en un avantage. Y compris un avantage concurrentiel, ne mentons pas. Vous savez que nous sommes sur des métiers en tension, il est difficile de recruter. Et notre objectif, c'est de permettre à chacun de venir comme il est, avec sa formation, son origine, et de pouvoir lui permettre de progresser à l'intérieur de l'entreprise et plus globalement à l'intérieur du secteur. Alors, nous avons beaucoup travaillé avec KPMG sur certains sujets dans le cadre du chemin de notre mission, et je reconnais bien là une partie de ce que vous avez pu indiquer tout à l'heure. Moi, j'ai une conviction, c'est que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Or, en France, vous savez que nous avons ce complexe de la mesure de la diversité, notamment sur le champ ethnique. Nous ne voyons pas la face, ce qui n'est pas du tout le cas dans les pays anglo-saxons. D'ailleurs, les anglo-saxons, quand on leur en parle, ont du mal à nous comprendre. On a échangé aussi ce matin sur l'index inclusion-diversité qui a été publié, promu et proposé par Elisabeth Moreno, je pense il y a 2 ans. On devait être en pleine crise Covid. Je ne vous cache pas que nous, on est passé à côté. Donc, j'ai pris l'engagement ce matin en venant sur cette table ronde et je remercie Fatala, notre DRH, de m'avoir poussé à venir. Je prends l'engagement qu'on va aussi rentrer dans cet index et le publier de manière très claire parce qu'on a en France le sacro-saint index égalité homme-femme qui, à mon avis, est un peu une histoire du passé, même si je sais qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire, pardon. Mais voilà, on a maintenant ce nouvel index senior parce qu'on a eu la crise des retraites et puis l'allongement de la durée de la vie fait qu'il faut voir effectivement la seniorité de manière différente. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et effectivement, je prends l'engagement, et vous êtes nombreux ici, de rentrer aussi dans cet index inclusion-diversité, parce qu'après tout, c'est une réalité, mais c'est une force. Et je pense qu'il est important que des pans entiers de l'économie, comme le nôtre, qui sont, et vous le savez, extraordinairement critiqués par les temps qui courent, arrivent à démontrer que cette réalité, c'est aussi une force pour le pays d'inclusion globale dans un secteur économique qui a de l'avenir, parce que le vieillissement de la population, il est devant nous, la transition démographique, elle est devant nous, comme la transition énergétique, et je pense qu'on se doit, en tant que dirigeant d'entreprise, de la traiter avec la même acuité et la même exigence de mesure des résultats des actions que l'on met en place. Merci beaucoup pour votre franchise. C'est vrai que c'est assez remarquable que vous disiez effectivement que la tribune d'ailleurs que signe aujourd'hui Saïd Amouche, effectivement cet index il existe, les gens qui s'y intéressent de très près savent qu'il existe, mais il est passé effectivement un peu sous les radars et il serait vraiment bon de le porter davantage. Et c'est aussi la raison pour laquelle une journée comme celle-là existe, c'est justement pour rappeler tous ces index un peu enfouis dans les dossiers et qui pourraient faire en sorte que justement le pays ne s'asphyxie pas économiquement et se régénère. Donc c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, à ce propos, Loïc Fourreau, vous avez mené une étude
Alors, intéressante, c'est un peu le quart d'heure des primes quand même, mais c'est très intéressant, on va rebondir dessus ensuite, avec 19 dirigeants d'entreprise de tout secteur, si je ne me trompe pas, il y avait du luxe, de l'aéronautique, de l'informatique, etc. Et vous avez justement analysé la composition des CA, c'est bien ça, de ces entreprises, et je vous laisse nous livrer les conclusions, les résultats de cette étude. C'était effectivement une étude que j'ai menée dans le cadre de ma thèse de doctorat récente sur lorsqu'il y a de la mixité sociale, donc une diversité des origines sociales dans les équipes dirigeantes au sein du COMEX CODIR, quelle influence sur le fonctionnement de l'équipe dirigeante. Il y a beaucoup de travaux, notamment depuis la loi Rexin et puis Copé-Zimmermann, sur l'introduction de femmes dans les instances de direction. Qu'est-ce que ça modifie dans le fonctionnement et cet ajout de performance. Au-delà de la performance, le fonctionnement au quotidien, l'influence sur la collaboration, l'échange d'informations au sein de l'équipe, la prise de décision, comment est-ce qu'elle est influencée par l'existence de cette mixité sociale. Donc comme vous l'avez rappelé, j'ai interviewé à titre individuel 19 dirigeants, dont 14 issus d'origine modeste, donc plutôt des exceptions. Qui m'ont narré leur parcours dans des équipes dirigeantes. Et puis en parallèle, j'ai travaillé avec un comité de direction très mixte socialement et plutôt donc atypique au sein d'un organisme public de recherche. Et j'ai pu les observer, les interviewer. Et ce que j'ai constaté sur le fonctionnement au quotidien de ces équipes, c'est prometteur, mais c'est très perfectible. C'est-à-dire qu'en termes de collaboration, la collaboration, lorsqu'on a cette mixité sociale, elle est très polie. Beaucoup de réserves, beaucoup de retenue. L'échange d'informations, comme son nom l'indique, on échange surtout des informations. On se risque assez peu à échanger des opinions parce que la diversité des points de vue, le risque de faire surgir des divergences, finalement, fait craindre le pire. On n'est plus entre soi, c'est ça. On n'est plus entre soi. Les phénomènes d'autocensure sont assez fréquents, même si les personnes d'origine modeste ont adopté les codes. On parle beaucoup des transfuges de classe. Il y a finalement toujours cette espèce d'entre-deux qui rend les choses un petit peu difficiles. Et puis le plus éclairant peut-être, c'est du point de vue des prises de décision, notamment au sein de cet organisme de recherche où les prises de décision importantes sont prises en aparté, en dehors de l'instance. Finalement, l'instance est une instance de micro-décision. Alors, pour l'illustrer dans cet organisme de recherche, dans le cadre de cette instance, les décisions qui étaient prises, c'était la participation à un événement de recherche, à un colloque. Mais la décision importante comme la construction et la validation du plan de recherche annuel, finalement, tout ça se faisait en aparté entre les membres appartenant à la même fonction, les directeurs d'instituts de recherche, et puis par exemple les membres des fonctions support. Eux étaient de fait exclus de ces décisions. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, surtout, mais on voit que ça mérite d'être accompagné pour qu'il y ait une vraie influence et une vraie transformation dans les façons de se comporter des équipes de direction. Ce que vous dites, pour résumer un peu cette étude, c'est qu'introduire de la diversité au sein donc, des COMEX CODIR, il n'y a pas d'effet magique, il n'y a pas d'effet positif immédiat. Non, ça nécessite un vrai accompagnement dans le temps, et on pourrait y revenir sur les leviers en question. L'arbitre Weyer, je crois que vous voulez réagir, notamment parce que souvent, on en a déjà parlé ensemble, souvent vous dites, quand on introduit de la diversité dans une entreprise, on a l'impression que c'est une personne nouvelle venue d'on ne sait pas où qui va apporter un truc incroyable. Or, c'est pas le cas. Je pense que quand on introduit de la diversité, alors dans l'entreprise de manière générale, je pense qu'on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'on est convaincus de la richesse de la diversité. Voilà. Mais pour le coup, je pense que plus elle arrive à diffuser et pénétrer dans l'entreprise, pour reprendre le terme, j'ai envie de dire, plus les compétences sont au rendez-vous et moins on doit en attendre de la personne en lui rappelant sans cesse son passé. Je pense que une personne qui est issue de la diversité parce qu'elle a vécu dans un QPV une partie de sa vie, parce qu'elle a étudié dans un lycée en QPV, mais qui ensuite a petit à petit compris les codes, fait une grande école, fait peut-être même une thèse, qui est revenue en formation continue pour s'améliorer, qui a développé des soft skills. Si à 40 ans ou 45 ans, elle rejoint dans un CODIR, je ne suis pas sûr que ce qu'elle apporte, c'est de la diversité, en fait, finalement. Elle apporte un parcours, elle apporte des compétences. Donc, et je pense que c'est là où il faut rassurer nos jeunes en disant « Soyez vous-même, vous avez la chance parce qu'aujourd'hui, on est tous là pour vous parler, pour vous tendre des mains et vous partager des codes. Parce que c'est toujours qu'une question de code. Mais à un moment donné dans votre carrière, il faudra que ces codes, vous puissiez les transmettre. Alors ce matin, j'ai beaucoup aimé les termes utilisés par le frère Hugues. Et donc je me suis dit, tiens, on parle de sororité, il faut qu'on parle nous de sociorité peut-être, parce qu'il y a des choses à se partager entre nous, mais quand bien même ensuite, il faut être mentoré par des gens pour qui c'est complètement imprégné tout cela. Si je peux me permettre, parce que les codes, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, vous l'avez bien compris. Je pense qu'on peut apprendre les codes,
mais on peut ne pas oublier d'où on vient. Ce qui vous donne une compréhension différente. Et c'est pour ça que je parlais de caméléon tout à l'heure. Je pense qu'au contraire, il faut non seulement dire à nos jeunes issus de la diversité que l'avenir leur appartient, parce qu'ils ont une capacité de compréhension de la société qui les entoure qui est bien supérieure à ceux qui ont vécu dans le même milieu depuis la maternelle. Je vais même rebondir, mais j'avais lu un livre qui n'est pas paru, c'était un projet. Et l'intitulé de ce livre, c'était « Le privilège de la classe ». Et je ne l'avais pas compris, le titre, jusqu'à la dernière page. Et donc, je vais arriver à la fin de ce passage. C'est un jeune qui va en vacances dans un camping dans une petite ville du Nord pendant 15-20 ans. Et c'est une histoire vraie, issue d'une famille avec 8 frères et sœurs et qui arrive un jour à décrocher Polytechnique. Et pour fêter ça, sa grande sœur lui offre un hôtel en front de mer, à Berck-Plage. Et en fait, il sort de l'hôtel pour aller à la mer et il se rend compte finalement que le privilège de la classe, quand on n'avait pas les codes, c'est de se dire finalement le pauvre, celui qui a vécu, qui avait toute sa vie cette chance d'être en front de mer, il ne sait pas finalement tout ce qu'il y a derrière. Et je trouve que c'est aussi ça parfois la chance de vivre et d'être dans des QPV, c'est d'être en capacité de mesurer des parcours et la richesse que tout le monde ne voit pas parce qu'on n'est pas toujours dans les terrains. Et parce qu'aussi on projette... Et parce qu'aussi, peut-être, on projette beaucoup sur les QPV pour les personnes qui n'y ont pas vécu, et c'est des images souvent fausses. Et donc, c'est aussi pour ça que parfois les termes diversité peuvent. Vous dites la diversité, c'est d'abord des compétences, c'est d'abord des gens qui travaillent et qui ont des compétences. Et c'est bien sûr avant ça, c'est faire simplement entrer dans l'entreprise et entrer dans le monde du travail de manière la plus équitable possible toutes les composantes de la société. C'est avant tout ça. Peut-être Jean Charouin, vous pouvez nous dire justement les étudiants qui arrivent dans votre école par le biais de ce programme spécial, comment ça se passe et comment cette diversité, donc, qui sont pour vous aussi des compétences, hein, comment ça s'intègre ? Alors, c'est toujours un sujet qui est délicat, c'est-à-dire que on ne peut pas non plus mettre en avant un dispositif qui serait une forme d'accompagnement exagéré qui pourrait fragiliser la personne qui se sent tout de suite mise dans une catégorie différente des autres. Et c'est pour ça qu'il y a un sujet sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'on dit souvent les personnes issues de ces quartiers, issues de cet environnement qui ne partagent pas les codes. Je pense qu'on a un autre sujet, c'est comment faire en sorte, et ça c'est un gros effet de transformation pour nos écoles, parce qu'on va dire les choses simplement, hein, 90% de nos étudiants sont plutôt issus d'un contexte familial et social très favorisé. C'est comment ces personnes aussi adoptent les codes ou ont des codes pour travailler avec ces personnes. Et c'est là où, en fait, le sujet, c'est pas uniquement que les personnes qui nous rejoignent, issues d'une catégorie sociale différente, aient des codes pour travailler avec les autres, c'est que les autres aussi aient les codes pour échanger avec elles et travaillent naturellement et sans préjugés. Et c'est là où il y a tout un travail de fond. Et d'ailleurs, c'est aussi dans ce contexte où, généralement, le projet d'accueil des étudiants, si on prend le cas des apprentis d'Auteuil, hein, sur notre campus d'Aix-en-Provence, c'est pas qu'une initiative du directeur, c'est devenu un vrai projet d'établissement. C'est-à-dire que lorsque je suis allé sur ce campus il y a de ça quelques mois, alors que c'était une discussion à bâton rompu, ça occupait à peu près 50% de nos échanges, parce qu'on se rend compte que d'année en année, on apprend. Et on apprend sur la façon dont on doit accompagner ces étudiants, bien évidemment, la façon dont on doit mieux les préparer à des situations professionnelles en entreprise, parce que souvent, c'est un des moments qui peut être sensible lors d'un stage, mais aussi, parce que c'est obligatoire à l'ESCA, c'est le semestre international. Comment se comporter à l'international alors que pour certaines personnes, elles n'y ont jamais été préparées parce que le déplacement le plus lointain, c'était peut-être à 50 km et que l'international, c'est encore autre chose. Donc, il y a vraiment, bien sûr, des éléments structurés, du coaching, de l'accompagnement. Tous nos étudiants sont suivis et forcément, ceux-là font peut-être l'objet d'une attention un peu plus particulière, mais derrière, c'est tout simplement un vécu quotidien et un retour d'expérience permanent.
Ce que vous dites, ce qu'on entend dans ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est que c'est donc une formation dans les deux sens, bien sûr. Ouais. Est-ce que peut-être vous, Séverine Lèbre-Badré, justement, quand on introduit, alors c'est toujours ce qu'on appelle des éléments de diversité, donc des gens issus de la diversité dans l'entreprise, est-ce que ça a un effet pour le coup bénéfique et assez rapide de former aussi les gens qui sont dans l'entreprise, qui étaient auparavant, qui justement apprennent à travailler avec d'autres et qui apprennent à travailler autrement avec tout le monde, qui apprennent d'autres pratiques professionnelles? Moi, je vais peut-être revenir sur quelque chose autour de l'environnement inclusif, qui est ce que vous avez dit. Et nous, on a introduit cette notion-là, et qui n'est pas facile à définir, en fait, mais qui caractérise un peu ce que vous êtes en train de dire. C'est comment on se met dans des conditions de pouvoir travailler ensemble, sans passer notre temps à nous interroger sur nos différences, en les acceptant, mais pas forcément s'interroger sur est-ce qu'on a appris la même chose, est-ce qu'on est bien dans les mêmes codes, voilà. Et donc cette notion d'environnement inclusif, elle est assez compliquée en fait, elle est assez ineffable. Il y a un aspect ineffable. Après, il y a des aspects un peu dans le dur. On en a parlé. Nous, on a des formations au recrutement inclusif pour nos recruteurs. On a des formations au management qui incluent des éléments sur la diversité. Donc on essaye d'avoir des choses, un peu de repères. Mais effectivement, l'idéal pour nous, c'est d'avoir un environnement qui soit à la fois suffisamment. Nous, il y a un vrai sujet dans nos métiers à nous, chez Cabinet d'audit et de conseil, qui est le sujet de la motivation, de l'émulation et, je vais le dire un peu franchement, de la réussite. Et donc, c'est autour de ça aussi qu'on veut tirer nos équipes. Et donc, dans l'environnement inclusif, il y a bien cet environnement d'une émulation où on a envie d'avoir un certain nombre on va avoir dans les bonnes missions, avoir de la considération chez nos clients, être reconnu par nos clients, etc. Et ça, c'est une vraie émulation, et c'est un élément de l'inclusion. Il y a des éléments autour, on le disait, de la formation, il y a des éléments autour des valeurs, travailler en permanence sur ce qui rassemble et ce qui unit. Nous, c'est pas toujours si simple non plus, parce qu'on a aussi des métiers qui sont très différents, voire assez clivés parfois, mais même pour se dire des choses simples, entre un métier très juridique, voire un métier d'avocat, et puis un métier très financier, par exemple. Voilà, il y a un dialogue à construire. Donc ça fait partie des éléments, les valeurs. Après, nous, on est dans un secteur qui est très processé. Et donc, mine de rien, c'est un repère qu'on se donne assez rapidement à nous-mêmes et à chacun. C'est-à-dire, une fois que vous êtes rentré dans nos métiers à nous, vous avez un certain nombre de codes qui ne sont pas des codes, vous avez un certain nombre de pratiques qui sont partagées. Et ça, c'est aussi, vous avez parlé de l'exemplarité, qui peut être une exemplarité managériale, mais le fait de se retrouver sur un certain nombre de pratiques, de se retrouver sur une façon de travailler, c'est extrêmement favorisant. Ça ne veut pas dire du tout qu'on progresse, qu'on n'a pas à progresser, mais en tout cas, c'est plutôt un élément, on va dire, de cette possibilité d'un sentiment d'inclusion. Après, vous le disiez, les parcours ne sont pas les mêmes selon là où vous êtes dans l'entreprise. Nous, ce qu'on a vu, par exemple, c'est que les parcours étaient plus simples pour, alors je ne sais pas comment dire ça, mais pour les collaborateurs de KPMG, avec des parcours ou des origines plus diverses, c'est plus facile de travailler pour nous dans les fonctions RH ou dans les fonctions informatiques. Voilà, il y a un certain type de fonctions qui sont plus naturellement promouvantes, on va dire, que d'autres. Et moins vrai, par exemple, sur un certain nombre de métiers très tech ou très financiers. Vous voulez réagir, Christine Jordel? Pardon, vous avez une aparté en disant que les femmes étaient souvent à la RH, à l'ESG, à l'impact, et parfois, quand elles ont un peu de chance, elles montent à la finance. Mais il y en a beaucoup, mais à la fois, c'est aussi des métiers très honorables et qui sont des forces d'évolution de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on ne peut que progresser sur ce sujet-là. Il nous reste juste quelques minutes. Peut-être vous évoquiez à l'instant la question justement de l'exemplarité du leader qu'on a à laquelle on n'a pas encore tout à fait répondu. Loïc Fourreau, peut-être vous avez un élément de réponse justement dans votre étude, votre observation des leaders qui donnent l'exemple. Un peu à l'image de ce qui était dit en école, aussi en entreprise et en comité de direction.
créer cette culture inclusive, favoriser ce qu'on appelle ce climat de sécurité psychologique, c'est faire en sorte que tout à chacun se sente libre d'exprimer ses idées, ses opinions. Il ne suffit pas de le dire. Et le leader a une vraie responsabilité, notamment au sein des équipes de direction, pour insuffler, favoriser, donner l'exemple et permettre cette... J'ai eu cet exemple dans une des personnes que j'ai interviewées, qui est dans l'entreprise du conseil. Alors, je trouve que c'est le leader d'une BU, d'une business unit assez importante de cette entreprise, et qui lui faisait l'analogie entre son comité de direction et l'équipe de football, en disant c'est vrai que souvent dans l'équipe de football, les vedettes, c'est les avants, c'est ceux qui marquent des buts, ceux qui font gagner l'équipe, mais les avants, s'ils n'ont pas de ballon, s'il n'y a pas des gens solides en défense, des fonctions support pour distribuer et les alimenter, ils ne marquent pas de but. Et donc lui, il avait à cœur de donner de la place aussi aux 11 joueurs pour garder l'analogie de l'équipe et pas juste lui-même de donner l'exemple. J'ai trouvé ça plutôt parlant. Est-ce que vous voulez réagir sur la nécessaire exemplarité du leader ou est-ce que ça peut passer seulement par les managers et par les étapes, enfin les couches intermédiaires de l'entreprise finalement? Il nous reste 1 minute. Je pense que ce n'est pas que le manager, le leader, il peut être sur le terrain comme en effet à la tête du comité de direction et qui se doit d'être responsable. Et en effet, c'est l'affaire de tous. Ça veut dire que la question de l'accompagnement et la construction d'une carrière, elle ne se fait pas simplement parce qu'il y a les RH d'un côté, le manager de l'autre. C'est parce qu'il y a plusieurs parties prenantes qu'il faut les former, en effet, au management inclusif, au recrutement inclusif, parce que dans le recrutement, il y a quand même les gens du métier qui recrutent. Donc là, c'est tout ce qu'on essaye de mener avec Mosaïque RH, nous, en tout cas, IMTBS, c'est de se dire que l'enjeu de formation, il dépasse la RH. Donc, il faut former sur le management inclusif tout au long de la vie. Et l'exemplarité, elle doit être à tous les niveaux. Ce n'est pas une approche top-down, mais même plutôt bottom-up. Parce que finalement, les dirigeants, ils sont quand même portés par des KPI qui sont les mêmes pour tout le monde, la rentabilité, il y a quand même des indicateurs auxquels il faut remplir. Qu'insuffler cet environnement inclusif, alors moi, en France, c'est vrai qu'en raisonnant, on utilise beaucoup le terme diversité et inclusion. Ceux qui me connaissent diront ça, il va enfin le dire. Je ne comprends pas pourquoi en France, on ne veut pas parler d'appartenance. C'est vrai que le communautarisme a du mauvais, mais le belonging, c'est la diversité, l'égalité, l'inclusion. Le B, aux États-Unis, il est naturel. Le belonging, ça vient après, c'est normal. En France, on ne l'entend pas. Et en fait, il est dans l'esprit de tout le monde. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est immuable, l'environnement inclusif. Mais en fait, vous êtes... En permettant une certaine pénétration de la diversité, vous augmentez le sentiment d'appartenance de ces personnes avec une histoire différente. Donc finalement, après, ça se lisse. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ce... Pardon, peut-être dans le rôle du manager, juste pour la question du cadre de sécurité et de confiance, qui est quand même aussi quelque chose de très important pour que les gens puissent progresser. Merci beaucoup à vous 5 d'avoir participé à cette table ronde. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On a 5 minutes chacun, je crois, pour faire une keynote. Et ça va être l'occasion de vous parler d'un sujet important, qui est celui de l'inclusion. Ça tombe bien, on est au sommet de l'inclusion. Moi, pour vous dire rapidement, je suis né en quartier populaire, mais j'ai grandi en milieu rural. Et donc, avec un peu une observation de ce que sont les inégalités et les questions d'inclusion. Et il y a un point qui est un continuum entre les quartiers populaires et les milieux ruraux, c'est qu'on est souvent mis au banc, notamment lorsqu'il s'agit de rentrer dans les entreprises, mais c'est le cas pour les études, et avant ça, au collège pour le brevet, etc. C'est un continuum d'inégalités qu'on subit jusqu'au moment de rentrer dans l'entreprise. Et s'ajoute à ça la question des inégalités liées à l'origine, donc les discriminations ethno-raciales, qui est un sujet qui s'ajoute en plus de ces inégalités-là territoriales. Et pour vous dire, nous, on a commencé avec des actions de terrain. Je me suis engagé avec d'autres jeunes qui subissaient ces inégalités-là pour lancer la Journée mondiale de l'égalité des chances. On a accompagné plein de jeunes, des dizaines de milliers de jeunes sur ces questions-là. On a invité des entreprises, on a invité la puissance publique. Et le constat qu'on a fait, c'était que à partir du moment où nos efforts bénévoles s'arrêtaient, tout disparaissait d'une certaine manière. Et que, je l'ai entendu ce matin, j'ai entendu la puissance publique dire on ne peut pas tout faire. C'est une phrase que j'ai entendue qui m'a marqué dans une des conférences. Et j'ai entendu les entreprises aussi dire on n'a pas toute la solution, c'est un chemin long, l'inclusion est une aventure, on est au début du chemin, etc., etc. Et la question que j'ai envie de poser, c'est, dans ce cas, à qui revient la responsabilité d'un sujet aussi important? À qui revient-elle?
Je parlais d'un sujet vraiment important qui est souvent passé sous silence, c'est les questions de discrimination ethno-raciale. Et j'entendais une personne ce matin, c'est pour ça que je change un peu mon intervention, j'entendais une personne ce matin de Total, justement parler de cette aventure de l'inclusion comme étant une grande aventure, comme étant un chemin sur lequel on s'engage, etc., etc. Et je discutais avec un ami tout récemment qui aime les données. Il adore justement regarder les données précisément. C'est quelqu'un qui est vraiment attaché aux détails. Et ce qu'il me partageait, c'était que Total, dans son board de directeurs, dit qu'il a 21,7% de diversité dans son board. Est-ce que vous savez quel est le critère de diversité dans ce board? C'est la nationalité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que par exemple, lorsqu'une personne hollandaise, même si elle est d'aristocratie hollandaise par exemple, est dans le board des directeurs de Total, elle est comptée dans les critères de diversité de l'entreprise. Ça, ce que ça veut dire, juste imaginez-le bien, parce que ça pose tout notre problème. C'est que Total vous dit que son board de directeurs est plus divers que l'équipe de France de foot. C'est ça que dit l'entreprise. Et donc, moi je pose un sujet, parce que c'est un sujet vraiment important de cohésion sociale aussi, qui est comment on apprend à vivre ensemble d'une certaine manière. Là, on a un point aveugle sur ces questions-là d'inégalité. Pourquoi? Et c'est pour ça que j'utilise ce terme, c'est qu'on ne mesure pas. Qui pense par exemple dans la salle que les statistiques liées à l'origine sont interdites en France? Voilà, on a un biais là-dessus, on pense que c'est interdit et ce n'est pas le cas. Et on pense aussi que par exemple, la fonction publique fait mieux que le privé. C'est ça qu'on se dit en termes de biais. La fonction publique, forcément, il y a un critère d'intérêt général, elle doit faire mieux que le privé. Et on a des études qui montrent, des rapports, l'Orti notamment de 2016, qui montrent que la fonction publique ne fait pas mieux que les entreprises privées et les entreprises privées ne font pas mieux que la fonction publique. Et j'en profite pour le dire ici à un sommet de l'inclusion économique. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont descendantes d'immigrés, par exemple, parmi les participants. Lorsque je suis rentré, j'étais assez étonné, je ne m'attendais pas à ça, à Bercy. Par contre, je pose la question en termes d'intervenants aussi. On parle de représentants et de représentation. Moi, lorsque je regarde, par exemple, les tables rondes de ce matin sur la diversité socio-culturelle et que les seules personnes qui sont descendantes d'immigration sont les animateurs et les animatrices, ça pose question en termes de représentation. Et moi, j'engage vraiment, et je terminerai par là, à ne pas avoir ce point aveugle, parce que lorsqu'on ne peut pas identifier très clairement d'où vient le problème, on ne peut pas y apporter de solution. Et avoir sa focale simplement sur les outils, ça nous détourne un peu de la question de l'objectif et des résultats. Et je veux poser un constat clair, parce que je ne l'ai pas beaucoup entendu depuis que j'écoute les conférences, c'est qu'on n'est pas au rendez-vous de l'inclusion économique. On n'y est pas. Et je vous garantis, mon ami a fait un tableau de toutes les entreprises du CAC et du SBF, on n'y est pas au rendez-vous. Donc, moi, quelques propositions, parce que nous, on est beaucoup sur le terrain. Là, j'en profite pour sortir de ce schéma-là pour intervenir. Créons vraiment les conditions d'avoir les informations pour évaluer les discriminations et le manque d'inclusion pour y apporter des vraies solutions. C'est une première chose. Et ce sera déjà pas mal. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on partage en effet ce constat et notamment l'idée que ce soit du côté des entreprises, du côté de l'État, plus globalement du secteur public et de la société civile, tout n'est pas parfait et que globalement, nous, le parti pris au début de la création des entreprises s'engage, c'était de se dire que justement, comme tout n'est pas parfait dans ces trois sphères que sont l'État, les entreprises, la société civile, il y a peut-être un enjeu à essayer de le faire ensemble, éviter justement d'essayer de faire en sorte de mettre dos à dos ces secteurs que beaucoup veulent opposer et d'essayer de travailler autour de grandes visions de société, des grandes causes d'intérêt général qui permettront à ces acteurs d'essayer de faire ensemble. Alors, on est tout récent, nous les entreprises s'engagent sur cette formule mixte de groupement d'intérêt public qui permet de réunir l'État, les entreprises et la société civile autour d'une grande vision d'une société plus inclusive à construire avec ces acteurs, mais qui part justement de cette idée que 1 + 1 = 3 et que si l'entreprise, même
pas parfaite. Essayer d'engager un dialogue avec des acteurs, notamment au niveau des territoires, les services déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales qui ont elles aussi une partie de la réponse. On pouvait faire quelque chose finalement de très grand en France. Ça, les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, c'est 75 000 entreprises qui font part de leur envie de progresser sur ces sujets. Donc, en effet, qui partent d'une certaine manière de leur faiblesse et de leur dire on a à progresser, on veut aller beaucoup plus loin. Donc les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, notre rôle, à travers une plateforme gouvernementale, à travers des clubs départementaux présents partout en France, dans les 5 départements, et de faire en sorte qu'on puisse donner les moyens, permettre à des entrepreneurs d'en rencontrer d'autres à travers ces clubs, et puis surtout leur permettre de passer immédiatement à l'action sur l'ensemble des sujets qui ont été évoqués. Alors comment on fait concrètement ? Mais concrètement, c'est le plan Un jeune, une solution qui a permis, notamment sur le sujet du mentorat, et on insiste justement sur cette jeunesse qui, à un moment, s'est retrouvée parfois un peu laissée pour compte sur le bord de la route. Le mentorat s'est passé de 25 000 jeunes à plus de 150 000 jeunes accompagnés à 18 mois. À partir du moment où on a allié justement cette force publique, privée et les associations, puisque c'est les associations du collectif Mentorat notamment qui opèrent ce programme. Je pense notamment à ce qu'on peut faire pour les jeunes des quartiers prioritaires de la ville. C'est vrai, tout n'est pas parfait, y compris au niveau de l'État dans son rapport aux entreprises, où il a fallu essayer de montrer que même les programmes gouvernementaux pouvaient fonctionner ensemble. Le pacte, désormais, qui est le programme qui permet à des entreprises de s'engager pour les quartiers prioritaires de la ville, est désormais intégré aux entreprises s'engagent avec un certain nombre de nouvelles opérations. Je pense notamment aux patrons dans ma ville qui permettent à des dirigeants d'entreprise d'aller au contact de jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville. Et dernier point, le plan Un jeune, une solution, le dispositif qui nous tient sans doute le plus à cœur, c'est le contrat d'engagement jeune. C'est de faire en sorte que justement les jeunes les plus éloignés de l'emploi aujourd'hui aient accès à un certain nombre de dispositifs. Je pense notamment au mentorat que j'évoquais, à l'apprentissage, à l'immersion professionnelle, et que c'était un conseil d'ailleurs d'un conseiller France Travail demain, et de faire en sorte que, en complément d'un accompagnement, il puisse même y avoir une indemnisation de ces jeunes-là. Contrat d'engagement jeune, c'est 300 000 jeunes aujourd'hui qui sont accompagnés en France. Tout n'est pas parfait, c'est le début d'une réponse à ces enjeux. Le dernier point, c'est sans doute à quelques jours qui nous séparent des Jeux Olympiques, le sujet de l'inclusion par le sport. On croit beaucoup aujourd'hui à la valeur du sport, de la culture, de toutes ces innovations pour essayer d'aller vers. Et ça, c'est la révolution du passage de Pôle emploi et du service public de l'emploi à France Travail, avec cette idée d'aller vers les jeunes. On croit en effet beaucoup à ces dispositifs que vous pouvez rencontrer dans le cadre de la communauté qui s'appelle les stades vers l'emploi, qui permettent, au-delà des CV, au-delà des compétences, de se rencontrer sur un terrain de sport le matin et de rencontrer un recruteur l'après-midi. C'est 70% de sorties positives à l'emploi, les stades vers l'emploi. Et puis les clubs sportifs engagés qui permettent d'aller chercher notamment les plus jeunes dans les clubs sportifs, ces jeunes qui sortent un peu des radars du service public de l'emploi, d'aller les chercher sur les terrains sportifs pour les ramener progressivement à l'emploi. Ça, c'est une ambition notamment du programme Les entreprises s'engagent par et pour le sport. Voilà, donc quelques solutions, c'est pas assez. On peut en faire beaucoup plus, mais faisons-le en effet ensemble, dirigeants d'entreprise, collectivités territoriales, État et société civile, pour réussir ce grand défi. Merci beaucoup.